Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Rivers Basket Session. Ce matin, CQFR un peu spécial avec Shai, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va se faire pas forcément un point sur l'actualité, mais une preview des finales NBA, une mini preview des finales NBA avec l'affiche que la NBA voulait sans doute éviter, Shai. Une affiche entre les Nuggets et le Heat. Ça promet une belle finale, mais pas sûr que le service marketing de la Ligue y soit enchanté à l'idée de vendre un duel entre Denver et Miami. Non, c'est à peu près sûr que c'était le cauchemar au niveau des audiences pour Adam Silver et pour la NBA parce que tu as beau avoir une qualité de fou, voilà, des franchise players pour les fans de basket qui sont plus que respectables, qui sont admirables, dont le parcours là dans ces playoffs a été génial, c'est des joueurs de basket fantastiques, mais tu peux pas empêcher la logique géographique, marketing et tout ça Financière. financière. Voilà, c'est pas des gros marchés, c'est pas deux superstars qui donnent énormément en termes ouais, en termes médiatiques, quoi. Jokic, il rentre chez lui, il veut, s'il peut éviter les médias toute l'année, il le fait. Butler, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas. Mais bon, Encore. voilà, c'est ça. Mais c'est plus une finale. Voilà, j'ai presque envie de redire que c'est une finale de puristes, comme on avait dit, tu sais, Mais ouais. le Phoenix Milwaukee, où on avait bien insisté. Ouais, ouais, c'est pas deux équipes qui font décoller l'audimat, mais au moins il y a quelque chose d'hyper intéressant en termes de style de jeu, d'opposition. Là, c'est un peu pareil, je trouve, mais après, écoute, si les gens sont pas hypés et qu'ils veulent tout le temps voir les Warriors, les Lakers, après c'est leur problème. Nous, on est contents, hein. Ouais, je pense que la NBA, elle s'est dit, ouh, un petit potentiel Lakers Celtics, Ah oui. Tatum contre LeBron, Anthony Davis, Austin Reeves, la rivalité historique, c'est sûr que là, tu te passes sur du Denver-Miami, deux petits marchés. Faut comprendre parce que, bon, j'ai quand même le sentiment que sur notre chaîne, il y a beaucoup d'amateurs, de vrais amateurs de basket, mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, c'est quand même un énorme marché, c'est un énorme Hmm. public. Le public plus large, je pense, certaines subtilités ne lui sont pas accessibles et c'est compréhensible. De la même manière que moi, je comprends rien du football américain, tu vois. Donc, je vais te connaître Tom Brady, mais bref, c'est toujours plus simple de vendre une finale où il y a un LeBron James, où Mais il y a un Stephen ta Curry. métaphore, ton analogie, elle est bonne parce que si tu regardes que le foot américain juste pour le Super Bowl, est-ce que tu vas faire l'effort de te lever si tu sais qu'il n'y a pas la superstar qui joue, Tom Brady, si tu connais zéro joueur, tu vois, Je me lève déjà vérifier. pas, mais, Voilà. mais oui, mais Dans non, mais l'hypothèse où, tu vois, clairement. voilà. J'essaye de trouver peut-être une meilleure comparaison avec un sport que je maîtrise mieux, mais oui, clairement, pour une partie du public, s'il n'y a pas Lakers, s'il n'y a pas New York, alors donc, New York, il n'y a pas eu depuis longtemps, mais c'est plus difficile à vendre. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une finale de puristes. Surtout, ça va être, je pense, pour les amateurs de basket, ça va être une superbe finale. On a quand même, j'ai l'impression, cette affiche, c'est, je ne vais pas dire la défaite des super teams parce que je vais essayer de trouver une note plus positive. Je vais dire c'est peut-être la victoire des très très gros collectifs. Les champions sont toujours des grands collectifs ou des équipes bien construites, mais là j'ai l'impression qu'on est encore sur une autre dimension. Que c'est rare au final qu'on ait à ce point deux équipes qui reposent sur le collectif qui vont aussi loin. Ouais, et qui ont une continuité aussi. Une Ouais, continuité dans le coaching, c'est les mêmes coachs depuis. Je t'as n'ai même pas les raison. chiffres en tête, mais Spolstra et Malone, c'est pas loin d'être les deux. Si on enlève Popovic de l'équation, qui est là depuis 1872, les autres, je pense ils sont ils sont vraiment dans les coachs qui sont là depuis le plus longtemps. Il y a ça, et puis la continuité du collectif, parce que c'est les mêmes joueurs, le même franchise player des deux côtés depuis quelques années. Même autour, finalement, ça a pas tant bougé que ça. Donc, ouais, c'est pas forcément une défaite des super teams, mais ça montre que bah, quand t'es Phoenix, que même si tu rajoutes Kevin Durant en cours de route, ça veut pas dire que tu vas gagner le titre tout de suite. Et d'autres équipes, c'est pas parce que tu as forcément LeBron James et Anthony Davis que tu vas passer toutes les étapes. C'est pas parce que tu as forcément Stephen Curry que tu vas. C'est de ce côté-là que c'est intéressant, c'est que toutes les formes de basket et de stratégie peuvent à terme te mener au final NBA finalement. Ouais, voilà, c'est ça, tu as raison. C'est ça que je voulais dire en fait. C'est que de voir Denver et Miami à ce stade de la compétition, ça peut être un mot d'encouragement envers toutes les équipes qui ont une superstar très forte en quelle ils croient. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il faut quand même une superstar. On a quand même Jokic qui est sans Mm. doute le meilleur basketteur du monde. Et on a Jimmy Butler qui est un des 10 meilleurs joueurs de la ligue. Donc il faut toujours une superstar. Mais c'est la preuve que si tu travailles bien, si tu entoures bien ta superstar, si tu fais les bons choix, alors c'est tout plein de si qui sont au final peut-être les plus difficiles, mais tu as vraiment un shot. Aujourd'hui, Denver comme Miami, je trouve que c'est des équipes qui se ressemblent un peu dans leur structure. Euh,
Je ne les mets pas tout à fait sur le même plan, hein, on en parlera, mais je pense qu'il y a quand même un favori très clair. Mais c'est deux équipes avec une superstar super altruiste et tout plein de joueurs qui connaissent parfaitement leur rôle, en fait. Et des joueurs qui, comme tu le dis d'ailleurs, ont été développés sur place, autant à Miami qu'à Denver au final, Ouais. pour la plupart. Et pour les superstars en question, parce que je repense je voyais Jimmy Butler sur ESPN, enfin, ça devait être cette nuit où il était avec Malik Andrews. Et dans les deux cas, Butler comme Jokic, c'est vraiment deux joueurs qui en ont strictement rien à faire. Alors, Ouais. de la saison régulière, c'est peut-être un peu méchant parce que Denver a déjà fini en tête d'une conférence, Miami aussi. Enfin, c'est des joueurs qui jouent à fond tout le temps. Ils ont pas de, mais ils sont pas du tout intéressés par les trophées, les récompenses individuelles. Et c'est pas par excès d'humilité ou pour, voilà, pour faire genre le gars modeste. Parce que tu vois Butler qui dit vraiment, tu sens que ça le saoule de dire non mais moi le trophée de la finale de conférence machin, la All NBA Team, le All Star, si je peux m'en passer, je m'en passerais bien. Tu vois, il veut juste le trophée en finale. Donc c'est ils ont Ouais. ils sont connectés un peu pareil, même si c'est pas du tout les mêmes styles de joueurs et même en termes de leadership, Butler est un peu plus vocal et rentre dedans que Jokic, forcément. Mais ouais, sur les équipes, il y a cette vibe-là de. Alors, c'est pas des gros marchés. Bon, Denver, c'est pas du tout un gros marché pour le basket. Miami, il y a un potentiel parce que ça reste Mais Miami. Miami, c'est une vie nocturne, quoi. Mais c'est Voilà. pas, C'est pas un ça énorme au marché de final, ça n'a basket. jamais été un gros marché. Ouais. Voilà. C'est pas Ça n'a un. jamais été la salle la plus chaude. Ça n'a jamais été. Il n'y a jamais eu. Je veux dire, même quand il y a, on le sait, le public de Miami, il peut être bruyant, mais Il part à 3 minutes de la fin. voilà, On c'est a déjà vu. ça. C'est pas. Et même au final, là, ce qui est ça qui est fou, c'est que malgré le fait que c'est une équipe qui est forte depuis presque depuis sa création, elle a rarement été ridicule. Ouais. Ça a rarement été ridicule le hit, mais c'est pas l'équipe ça a certainement pas le même attrait que les Knicks ou les Lakers auprès du grand public américain. Ouais, Encore c'est une sûr. fois, je suis vraiment sur le grand public américain. C'est pas un gros marché clairement. Et toujours dans l'idée du grand public, je reprends les deux stars et même après, on peut prendre les seconds couteaux, c'est un peu péjoratif, mais le grand public, enfin, un Jokic, je pense ils s'en foutent royalement. C'est-à-dire que même quand tu vois Mm. que la plupart des médias américains, nous on les suit beaucoup, enfin on écoute un peu ce qu'ils ont à dire et comment ils médiatisent les choses et tout ça, la plupart ils en sont venus à la conclusion, ah il est fort quand même Jokic, hein. C'est genre, non mais, Le mec qui a été MVP 2 années de c'est-à-dire suite, que il joue bien. c'est-à-dire ils regardent peu ou pas Denver, même s'ils vont regarder en substance, tu vois. Mais ils vont pas les regarder sur la durée et se rendre compte, ils se sont pas rendus compte, je pense, du niveau de Jokic. Ils ont regardé un peu les stats, ils se sont dit, ah ouais, il est fort quand même, hein, il fait des triples doubles et tout. Donc j'ai un vote, je vais peut-être voter pour lui parce que ça fait bien. Enfin, j'en sais rien, mais les entendre à droite à gauche sur les très gros médias, je parle, hein, les médias vraiment grand public, pas Ouais, bien sûr. spécialisés, dire ah ouais, Jokic quand même, waouh, c'est fort. Et puis ah, Jimmy Butler, quel joueur quand même, tu vois. Ils découvrent en fait un peu. Et donc, si tu as les grands médias, ceux qui instruisent entre guillemets le grand public, le fan casual qui va pas regarder tous les matchs, bah, eux, dans leur idée, c'est pas une finale attrayante parce que Jokic, ils savent pas qui c'est, enfin, ils savent à peine qui c'est, quel type de joueur que c'est. Ils se disent, oh, un Européen grand et un peu mou. Et Butler, bah, c'est pas, voilà, c'est pas Jordan quoi pour eux. Non, clairement, clairement. Mais après, pour le coup, ces deux superstars, elles ont un rapport aux autres aussi que je trouve Ah intéressant. oui. Jokic comme Butler, c'est par rapport à leurs coéquipiers. Et ça donne, je reviens sur cette notion de collectif, ça donne quand même deux équipes qui donnent vraiment l'impression de jouer ensemble, particulièrement en attaque concernant les Nuggets, particulièrement en défense concernant le Heat. Mais en réalité, ces deux équipes-là, des deux côtés du parquet, on a quand même deux gros collectifs. Et c'est pour ça que je pense que les fans de basket vont se régaler parce que ces finales, elles ont un aspect tactique et collectif qui est vraiment séduisant, intrigant, euh, qui donne envie d'y être, quoi. Bah, et Nous, pour nous, c'est parfait, c'est quoi. ça, et les deux coachs font partie des meilleurs tacticiens. Enfin, on le voit depuis des années. On le redit encore pour Spolstra et Malone a montré là depuis des années c'est pas le dernier de ce côté-là. Donc on va voir des adaptations, on va voir des choses peut-être même différentes de ce qu'on a vu sur les autres séries. Et rien que ça, même si comme tu le disais, il y a peut-être un favori un peu évident, mais on a appris à se méfier maintenant quoi. Je la trouve Bah, mine de rien assez incertaine justement parce que même si Denver forcément sort d'un sweep, a pas trop entamé ses réserves avec Miami, à jouer un match 7 mentalement éreintant. Euh, je, suis, voilà, je pense qu'on va être surpris de plusieurs choses quand même. c'est vrai que là, pour le coup, le favori, moi, pour moi, bon, c'est Denver, c'est évident. Euh, j'ai l'impression, j'arrive pas à voir.
Et de toute façon, il y a sans doute que Spoelstra qui a la réponse. Mais j'arrive pas à voir quelle défense de Miami peut perturber Jokic, en fait. Je vois pas comment ils peuvent empêcher Jokic d'avoir la main mise sur cette série et de propulser les Nuggets vers le titre. Que ce soit de l'individuel, la zone, je ne sais pas quel match-up est au désavantage de Jokic. J'ai l'impression que quel que soit ce qu'on va lui proposer, ça ne peut que pas marcher. Et ils vont certainement peut-être, s'ils en sont arrivés à la même conclusion que nous, c'est-à-dire que les matchs où les Nuggets sont les moins dangereux, c'est ceux où Jokic marque 40 points, 23 rebonds et où il est moins playmaker et plus finisseur. Dans ce cas, ils vont peut-être essayer de verrouiller les autres qui ont été absolument excellents aussi depuis le début. Jamal Murray, Michael Porter, Aaron Gordon. C'est peut-être. Moi, c'est ce que j'imagine. En tout cas, si on se met à la place de Spoelstra, c'est de se dire on part du principe que Jokic est inarrêtable. Depuis le début de la saison, depuis 3 ans, 4 ans, il n'a pas de trou d'air à proprement parler. Il n'y a pas des matchs où il passe. Même quand il est moins adroit, il va faire 18 passes décisives et 15 rebonds. Et c'est jamais problématique. Donc moi je partirais dans l'idée d'essayer de limiter les autres et de faire en sorte que Jokic peut-être se fatigue si c'est possible, parce que c'est encore une fois c'est presque devenu un mythe. Le Jokic avec une endurance douteuse, c'est devenu un mythe. Le mec dans la série contre les Lakers, il courait plus qu'Anthony Davis et il faisait il était plus en forme. Donc au niveau tactique, je m'attends à un truc pointu avec Spoelstra. Il va essayer différentes choses. Il va pas du tout être résigné et je les vois pas être submergé et prendre 4-0 avec 4 matchs où ils n'ont pas su répondre tactiquement à la chose. Mais je te rejoins complètement. Moi, j'ai été souvent un partisan de toute manière, la meilleure manière de battre les Nuggets, c'est de pousser Jokic à ne pas passer et à scorer. On va souvent entendre que l'une des clés, c'est comment stopper Jokic, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Peut-être que la clé, c'est paradoxalement de ne pas stopper Jokic, en tout cas de ne pas stopper son scoring, mais de stopper tous les autres. Et du coup, de ne pas chercher à savoir comment défendre Jokic, mais plutôt de comment défendre sur Murray, sur Kentavious Caldwell-Pope, sur Gordon. Et peut-être que là, ça passe par pas de prise à deux sur Jokic. Je pense que c'est quelque chose ça ne marche pas. C'est un trop bon passeur, ça ne sert à rien, ça va mettre tout. Si tu fais des prises à deux sur Jokic, il faut que tu pries pour que tous les autres derrière soient dans un mauvais soir en termes d'adresse. Et il y a quand même des bons shooters à Denver. C'est quelque chose qui ne peut pas marcher sur toute une série. Peut-être que la solution, c'est du coup de mettre un défenseur entre guillemets faible sur Jokic, de ne pas mettre Adebayo, de mettre plutôt un Kevin Love ou même un Caleb Martin qui n'est pas un mauvais défenseur, mais qui n'a certainement pas le gabarit pour défendre sur Jokic. Peut-être que du coup, c'est de tout faire pour inciter Jokic à scorer et de derrière stopper un Jamal Murray, le sortir de son run. Il est quand même dans une... Pour moi, Jamal Murray, ça a été souvent une limite des Nuggets et j'ai eu tort. J'ai eu tort parce qu'on voit aujourd'hui à quel point il peut se montrer régulier. Mais si tu arrives à le sortir de ces matchs les Nuggets auraient quand même eu beaucoup plus de mal à passer les tours précédents. Je pense qu'ils seraient quand même allés en finale si Murray n'avait pas mis autant de tirs difficiles. Clairement. On l'oublie peut-être comme ça, mais contre les Suns, il y a 4-2 et il y a quand même eu des matchs vraiment très serrés et des matchs où Murray a mis des tirs dingues en fait. Et même contre les Lakers, même si c'est un 4-0, il y a 4 matchs plutôt serrés avec aussi beaucoup de tirs très importants mis par Jamal Murray. Si tu arrives à sortir Jamal Murray de ces finales, le limiter, je sais pas, à 40% au tir, tu es déjà dans une position bien différente, je pense. Clairement, et après, le problème, et c'est là que cette équipe de Denver est bien construite dans l'idée, c'est que même si tu limites Murray sur plusieurs matchs, t'es pas à l'abri que Michael Porter Jr., sur lequel pourtant moi j'ai eu des doutes personnellement pendant plusieurs années, en reconnaissant l'immense talent qu'il a. Hein. Je veux dire, son shoot, il est magnifique. Il a progressé dans d'autres secteurs aussi. Mais donc même si tu as un Murray qui est un peu moins bien, tu peux pas exclure que Porter Jr. se mette à faire des matchs à 25 points, que Caldwell Pope 30-20 points, Bruce Brown en sortie de banc 15-20 points. C'est en ça que cette équipe elle est favorite, c'est que il y a le côté physiquement on est moins entamé que Miami, c'est un euphémisme de dire ça je pense, entre les blessés que Miami a eu et le nombre de jours de repos et tout ça. Et le fait qu'au niveau des armes qu'ils peuvent proposer, ils en ont plus tout simplement, des armes de qualité qu'on a vu en pratique. Enfin, on a vu que ces joueurs-là être bons. On a vu Aaron Gordon montrer que c'était un défenseur incroyable, tout en étant ponctuellement capable d'être encore bon en attaque. On a vu Caldwell Pope faire ses matchs, enchaîner 3-4 paniers à 3 points de suite. On a vu Jamal Murray devenir le joueur qu'il est là.
Et il y a juste eu cette pause à cause de la blessure qui a fait qu'il n'a pas pu l'être plus tôt. On a vu Michael Porter, quand il y a eu besoin de marquer 12-15 points sur une période donnée, il va les mettre. C'est en ça que Denver semble un peu au-dessus, mais encore une fois, Miami est tellement habité par à la fois la compétence tactique et un état d'esprit increvable que on peut pas, même en étant favori, on peut pas dire c'est du tout cuit. Non, c'est clair. Ah, puis s'il y a bien un coach, je pense que c'est très dur tactiquement de se dire le meilleur joueur d'en face, on va le laisser marquer 40 points tous les soirs. Je pense que c'est un pari qu'au final, c'est tellement pas naturel que je pense qu'il y a peu de coachs ou d'équipes qui se lancent là-dedans. Mais s'il y a bien un coach qui peut peut-être tenter ça, je pense que c'est Spoelstra en se disant bah, moi, je vais trouver toutes les armes pour limiter justement tous les gars dont tu as parlé, les Murray, les Porter, les Gordon, mettre Adebayo sur Gordon, par exemple. Je pense qu'Adebayo, il peut vraiment faire mal à Gordon. Butler sur Murray, tu vois, des trucs comme ça, même si après, on sait que tu défends jamais vraiment sur un joueur de nos jours dans NBA ou Ouais, dans une NBA où ça ça switch sur tous switch les écrans. partout. Mais justement, le Heat a plein de joueurs pour switcher, tu vois, à plein de joueurs polyvalents. Et si au final, derrière les Nuggets, enfin, tu vois, même Adebayo, il peut se retrouver sur Murray, il a la mobilité pour gêner Ouais, un Murray. clairement. Et si tu veux juste pousser Jokic à avoir le duel avantageux, ok, peut-être qu'à un moment, Jokic, il va se retrouver, je sais pas, sur Duncan Robinson, et tant mieux, c'est Jokic qui va mettre ses points, mais voilà, ça peut être l'idée de se dire, bah, Jokic, il met ses 40 points, tous les autres, ils sont pas en rythme. Et nous, on va essayer de gagner comme ça avec Jokic qui met 40 points, mais les Denver qui en met que, je sais pas, les Nuggets en mettent que 100 à la place de 120. Ouais. Il peut y avoir une. En tout cas, je pense que défendre en zone comme ils l'ont fait contre les Celtics, ça me semble impossible contre les Nuggets. Ouais. Après, pour la zone, le truc, c'est que on a vraiment eu l'impression que les Celtics, ils n'ont pas du tout étudié la chose et qu'ils ne se sont pas dit que ça allait. Enfin, c'est revu après en analysant la série à froid, sans être dans l'émotion de l'instant. Ils n'ont jamais vraiment préparé cette option-là et ça se demandait et toute la saison en fait quasiment. Enfin bon, là, maintenant ils sont plus là, on va pas les enfoncer les pauvres, mais je pense que les deux équipes-là, elles sont mieux préparées à ce que va proposer l'autre que ce qu'on a vu jusque-là sur toutes les autres équipes. Alors, Denver a eu plus de temps de se préparer à ce qu'allait venir. C'est en ça que le match 1 il va être intéressant tout de suite parce que je sais qu'il y a des partisans de se dire c'est bien que Miami ait joué il y a 2 jours parce qu'ils sont dans le rythme, ils n'ont pas le temps de. Mais pour moi, enfin, tu mets une équipe des Nuggets fraîche et qui a eu le temps d'étudier l'adversaire pendant que les autres ils se cramaient sur un game set avec des voyages. Et puis et Miami a dû se taper le voyage à Denver en plus, tu vois, avec la fameuse acclimatation à l'altitude. À l'altitude. On peut penser que c'est surfait, mais c'est pas surfait parce que je veux dire, le bilan à domicile des Nuggets depuis leur existence te montre que c'est pas surfait et que les équipes qui performent en général, elles ont eu un peu le temps de s'y habituer. Là, en 2 jours. Avec la fatigue, je suis intéressé de voir comment ça va se disputer. D'ailleurs, Denver n'a pas perdu un seul match à domicile et je pense que Denver va finir ses playoffs sans perdre à domicile. Je pense. Alors là, dans le game 1, tu vois, il y a moyen qu'on ait un scénario où c'est serré jusqu'au milieu du troisième quart-temps et puis Miami commence à manquer de jus. Tu vois, ça ne m'étonnerait pas qu'on se retrouve avec un match plus de 10 points, pas non plus 30, tu vois, mais victoire de plus de 10 points des Nuggets parce que Miami a fini par lâcher au milieu du troisième quart-temps par manque d'énergie. Et je pense que Denver va perdre aucun match à domicile. Donc du coup, c'est bon, ça donne mon favori clairement. Donc tu penses que Denver gagne, ouais. Oui, je pense que Denver va gagner. Il y a une autre interrogation pour Miami, c'est ça. Au final, les Nuggets, leur attaque de feu, on en a parlé plein de fois autour de Jokic. Tu vois, pour la zone, pour le coup, à Boston, il n'y avait pas un playmaker comme Jokic qui est capable de faire exploser une zone, de lire le jeu et de le comprendre à ce point. Mais au final, Denver n'a même pas été mauvais en défense sur ces playoffs. Ils ont même fait forte impression par moment. Ouais, ils ont répondu aux doutes qu'il y avait. Il y avait des doutes sur la défense des Nuggets. Hein, mais on a vu que c'était pas fondé finalement. Et là, à Miami, je me dis qui va mettre des points. Enfin, Jimmy Butler, à quel point Jimmy Butler peut. Alors, on a vu que c'était pas que lui sur le tour précédent, mais Miami, quand même, s'appuie beaucoup sur sa défense et peut montrer certaines limites en attaque, même si ça ne s'est pas forcément vu. Là, pareil, c'est la même question. Je me dis qui va vraiment aller mettre des points derrière Butler. Bon, les Caleb Martin, les Gabe Vincent, ils ont montré qu'on pouvait compter sur eux, tu vois, mais l'adresse extérieure. Mais
l'éventuelle présence de Tyler Hero peut faire du bien. Je sais pas, est-ce que tu Ça- penses qu'il va jouer? À Tu partir du, penses ma- qu'il va... à partir du match 3 apparemment, il est apte à jouer, Ah, ok. à jouer Ouais. un peu, mais ils vont pas le mettre 40 minutes, tu vois. Donc Mm. ça peut, c'est-à-dire si la série est serrée, qu'il manque pas grand-chose à Miami et que tu récupères un type qui est quand même capable d'être une baraque à frites offensivement quand il est bien, c'est pas mal. Je pense qu'ils vont pas hésiter à le faire jouer si ça peut faire leur affaire. Après, si par la force des choses ils sont devant ou vraiment dans le coup, ils vont attendre qu'il soit à 100% pour pas, je pense, hein. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais l'analyse est toujours la même avec Miami. Genre, au bout d'un moment, ils vont être limités Mm. par leur roster et la qualité des joueurs, mais à chaque fois, ils Ouais, arrivent. Là, on n'est pas à l'abri que ton gars Haywood Highsmith finisse avec 15-20 points. Il a fait des bons passages. mais je pense qu'il aura un vrai bon rôle, lui, en sortie de banc. Parce que lui, peut-être qu'il va défendre sur Jokic par moment, pour le coup. Et Kevin Love, qui est complètement sorti de la rotation sur les derniers matchs, tu le disais, c'est une option en défense, même si c'est pas un très bon défenseur. Sa taille fait on devrait le voir sur le terrain. Et ça reste un type qui offensivement est aussi capable de shooter fort et de marquer ses points. Donc je pense que Miami est capable de bien répartir les tâches offensivement. Jimmy Butler est capable de faire un match à 45-50 points, c'est pas du tout exclu non plus, on l'a déjà vu. Non, non, mais j'ai beau penser comme toi que Denver est quand même favori assez net. Je peux plus, c'est fini. J'enterre plus jamais Miami et je me dis plus jamais que le hit est. Enfin, que les joueurs sont pas au niveau. Quoi. Enfin, je veux dire, on a vu hein, les Gabe Vincent, Caleb Martin, son niveau de jeu sur la finale de conférence. T'as l'impression que c'est un gars qui est dans la ligue depuis 10 ans, 3 fois All-Star. Et tu vois, c'est. Donc, oui, je suis comme toi, je vois Denver. Denver a tous les arguments et les ingrédients pour gagner. Euh, mais je suis quand même super excité de voir si Miami va encore pouvoir la jouer au mental et à la tactique dans cette série. Est-ce que tu as des facteurs X potentiels? Parce que c'est vrai qu'on parle de Caleb Martin, qu'il a été, je pense, sans doute sur les finales de conférence. Là, du coup, dans chaque équipe, qui on voit comme potentiel facteur X qui peut faire basculer, qui peut se révéler sur la série ou... Hmm. Bah, je, je réfléchis en même temps. je pense que, alors, du côté de Denver, si toutefois c'est un facteur X, parce qu'une équipe qui marche aussi bien et qui est bien huilée comme ça, c'est difficile de voir un mec sortir de nulle part. Mais ça peut être, Ouais. comme je disais tout à l'heure, s'il s'avère que Jamal Murray est soit très très bien défendu, soit maladroit, ça peut être la série où Michael Porter Jr. Ouais, ouais. Montre un peu voilà, la pleine mesure de son talent et de ce qu'il est capable de faire en attaque. Donc peut-être qu'il va marquer plus de points que ce qu'on attend sur cette série. Et du côté de Miami, là, je parlais de Kevin Love, mais en Factor X, c'est dur. Voilà, le banc, on le connaît aussi. Peut-être une résurrection de Kyle Lowry, tu vois, le Kyle Lowry des Ouais, finales. mais ça me plaît beaucoup, Il ça, est, ces deux choix. C'est-à-dire Ça me- Lowry, il a ressuscité dans le sens, il est ultra utile sur le terrain, dans le registre qu'on Ouais, connaît. alors qu'il était complètement cuit l'an dernier. Ah ouais, L'an voilà. dernier, Voilà. c'était problématique. Là, il recommence à être bon dans le playmaking, il recommence à provoquer ses fautes offensives. Il n'a pas besoin de mettre 15 points, il est très très utile. Donc peut-être qu'il peut aussi ajouter à nouveau cette dimension de finisseur à son jeu, et là ça change la donne quand même. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup tes choix. Je suis comme de Denver. Ah, autant le choix pour Denver que pour Miami. J'aime beaucoup tes deux picks. Laurie, d'ailleurs, ça peut être aussi une option défensive sur Jamal Murray. Et je Ouais, pense que c'est un joueur qui peut faire mal aux Nuggets quand ce sera l'opposition des deux bancs. Quand il y ouais. aura les secondes units que Denver va essayer de jouer vite en small ball, c'est ce qu'ils font quand il n'y a pas Jokic. Ça compense leur manque de création ou voilà, leur jeu tourne tellement autour de Jokic que c'est évidemment dur de mettre en place du basket quand tu n'as pas l'habitude de le faire sans ton maître à jouer. Du coup, la compensation, c'est de défendre fort et de courir vite. C'est ce qu'ils ont fait en tout Hmm. cas sur ces playoffs et ça a plutôt bien marché. Je pense qu'avec un mec comme Laurie en face, qui joue en tant que général un peu des parquets pour le hit sur la seconde unit, ça peut bien marcher ça contre Denver. Ouais. Ils peuvent limiter la casse et enfin plus que limiter la casse, ils peuvent peut-être essayer de compenser les moments où Jokic sera là en dominant justement ceux où Jokic se reposera sur le banc. Et pareil, tu parlais de fatiguer Jokic. Si tu forces Michael Malone à faire jouer Jokic 42-43 minutes, voilà, Hmm. tu as peut-être une carte à jouer. Et je C'est suis clair. d'accord que tu as tout à fait raison. Hein, la condition physique de Jokic, elle est bien meilleure que ce qu'on pensait. Par contre, Bam Adebayo, c'est aussi. Enfin, là, pour le coup, il a ses limites, mais lui, on sait qu'il peut jouer 50 minutes tous les soirs. Quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Mais en réfléchissant, je suis en train de me dire, enfin,
on est qu'au match 1, mais là, à la fin de ces finales, il y aura ou Nikola Jokic ou Jimmy Butler qui aura une bague de champion. Et ça C'est change, magnifique. c'est magnifique parce que ça change tellement la narration dans les années à venir, la place dans laquelle les gens les mettent dans l'histoire. Et moi j'aime bien quand il y a des gars pour lesquels c'est la première fois et tu sais qu'il y aura un nouveau champion, Ouais. quoi. Parce que là, on va dire, ça fait 30 ans qu'on parle de Charles Barkley, Karl Malone, enfin des joueurs fantastiques qu'on zéro bague et on va leur ressortir jusqu'à la fin des temps. Et c'est quelque part injuste parce que tu peux pas forcément mesurer la grandeur d'un type juste avec les titres. Mais là, savoir qu'un de ces deux-là, qui sont des stars avec des profils particuliers, auront au moins un des deux qui va repartir avec une bague, ça c'est franchement cool. Ah, tu as tout à fait raison. Et il y a plein d'histoires au final dans ces finales. Mm. Au final, dans ces finales, ouais, tu vois, sur ces deux effectifs, les coachs, les joueurs, rien que ça aussi, ça donne un côté passionnant au final. Il y a le marketing potentiel produit, tu vois, des superstars, mais aussi les histoires. Et je trouve que la narration, autant pour Denver que pour Miami, elle est belle, quoi. Donc ça, moi, je te rejoins totalement. Je serais content, en fait, quel que soit le champion NBA. C'est ça, ça me fait pas, on va pas se cacher, ça me fait pas tout le temps ça. En général, j'ai quand même Moi non plus, ouais. une équipe pour laquelle j'ai plus envie que j'ai plus envie de supporter. Là, franchement, dans les deux cas, ça m'ira bien parce que ça veut dire, ça résultera d'un super travail des deux côtés et dans des styles un peu différents quand même aussi. Donc voilà, on va voir déjà cette nuit Game 1. C'est l'horaire habituel, 2h30. Tu La me colle. prends au mot. Je sais, il faut que je regarde à quelle heure justement on va De toute placer le façon, réveil. C'est bien 2h30. on est tellement décalé. Voilà, 2h30, c'est ça. 2h30 à Denver, le premier match. Ça va piquer, mais on sera là cette nuit, on sera là demain. Peut-être avant qu'on termine, on peut redonner notre pronostic, ceux qui n'avaient pas vu le Mm. CQFR d'hier. Euh, Sachant que je suis très tenté de changer le mien, mais alors vas-y, je commence. J'avais dit 4-2 et je vais rester sur 4-2, mais Mm. du coup, ça veut dire que Miami, selon moi, va gagner ses deux matchs à domicile, et ça, j'en suis pas sûr. Ouais. Si je donnais même le déroulé, je pense que Denver prend les deux premiers, Miami gagne le game 3 avec Tyler Hero. Du coup, dans mon scénario, Miami gagne le game 4, mais ça, j'en suis pas convaincu. Et après, Denver gagne les deux derniers, et allez, ça fait 4-2. C'est pas mal. 4-2 Nuggets. Moi, je vais rester sur celui que j'avais donné hier, hein. Je pense que je vais donner 4-1 Denver pour l'avantage physique, l'avantage du terrain. Ouais, Je vois ça me semble Denver bien 4-1 4-1. et puis pour pas faire l'original, je pense que Jokic sera MVP des finales parce que c'est lui Ah bah oui. il va poser les stats, il va poser le leadership et tout ce qui va avec et je pense que ce sera le MVP des finales. Après, si c'est l'inverse total et que Miami déjoue encore les pronostics, que Jimmy Butler est MVP des finales, bon, ce sera grandiose et je serai ravi aussi, il n'y a vraiment pas de souci. Si Miami est champion, on fait un podcast avec Théo torse nu et un cigare à la bouche. Et peut-être Exactement. même un chapeau de paille mexicain. Je ne sais pas exactement, mais ça va être légendaire. Ça annonce un podcast ou une LED session légendaire si Miami est champion. C'est clair. En tout cas, nous, on sera évidemment au rendez-vous après chaque matin, sauf le week-end, évidemment. On fera le CQFR du week-end le lundi matin. Donc voilà, soyez au rendez-vous. On a hâte, on est pressé pour ce soir et je pense vraiment qu'on va se régaler sur ces finales. Ciao à tous! Ciao.